La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Ce podcast natif a un but, c'est de vous faire découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Alors avant de découvrir celle qui est l'actrice du podcast aujourd'hui, notre petite citation, « La beauté des femmes ne veut rien dire ». Elle est bien trop souvent une image figée. Je ne peux célébrer qu'un être d'où jaillissent la joie de vivre et la gaieté. La beauté féminine se suffit à elle-même, mais la grâce rend irrésistible. C'est une citation de Johann Wolfgang von Goethe. Et celle qui est l'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Pégasida de la Ménardière. Alors c'est une artiste belge d'origine italienne. Elle est malvoyante et amoureuse de la vie. Elle vient nous parler de son premier roman, La Petite Sauvage, un roman publié aux éditions Jet d'encre. Alors, bonjour Pégasida de la Ménardière. En deux mots, vous pourriez un petit peu vous présenter à nos auditeurs et auditrices ? Oui, certainement, bonjour. Je suis Madame Fagiana Ida, nom d'artiste Pégasida de la Ménardière. Je suis belge d'origine italienne, Sicile, et j'ai 49 ans. Et je suis en couple depuis 28 ans. Vous avez sorti ce premier livre qui s'appelle La Petite Sauvage sous le pseudo Pégasida de la Ménardière. Comment vous est venue l'idée de prendre ce pseudo ? Alors déjà, il faut savoir que je suis une vraie passionnée de mythologie grecque. Et en l'occurrence, mon personnage préféré mythique, c'est Pégase, qui symbolise un petit peu tout ce que je représente, la liberté, l'envie d'aller plus haut. Et quand il fallait créer, à l'époque, je me souviens, ces fameuses adresses hotmail, j'ai pensé à Pégasida. J'ai trouvé ça très beau. Ensuite, c'est tout simple, en regardant une série télévisée en France, section de recherche, eh bien, il y avait une famille qui s'appelait de la Ménardière. Et comme je suis amoureuse de la langue de Molière et que de la Ménardière m'a interpellée et que je ne l'ai jamais oublié, j'ai trouvé ça très beau, très noble. Le jour où je suis devenue artiste, je me suis dit, je vais m'appeler Pégasida de la Ménardière. Voilà, tout ça pour l'histoire. Ce premier livre, quel a été le déclic pour commencer à l'écrire ? Selon mon parcours qui n'est pas simple, un jour je me promenais, comme je me le dis au début de mon livre, et tout en me promenant, je me suis arrêtée, j'ai eu une crise d'angoisse et je ne savais plus avancer. Et mes larmes ont coulé, je ne sais pas trop bien pourquoi. J'ai pensé à toutes ces choses difficiles que j'étais en train de vivre. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert mon PC, WordPad, et j'ai commencé à écrire, à décrire tout ce qui venait de m'arriver, et qui m'a dérangée. Je suis suivie par une psychologue, j'étais à l'époque, pour déposer tout ce qui n'allait pas, mais j'avais besoin de ça pour aller de l'avant et me sentir mieux avec moi-même. Par l'écriture, donc je l'ai déposé sur WordPad et au fil du temps, en déposant tout ce qui n'allait pas, mes expériences positives ou négatives, ça a donné un fameux récit, des pages et des pages en continu, et ce pendant 4 ans. Et l'idée m'est venue, pourquoi pas le faire publier, puisque le but est d'aider une personne à genoux à se relever, voilà, de par mon expérience de vie. C'est un très beau message d'amour et de paix. Voilà comment m'est venue l'idée au départ d'écrire ce livre, qui ne devait pas être un livre en soi. Il y a quelque chose de surprenant, vous êtes malvoyante. Comment fait une personne malvoyante pour écrire un livre ? Bonne question, je suis très connectée. Beaucoup utilisent une synthèse vocale, d'autres voice-over, et comme je sais associer mon iPhone avec mon PC, tous mes textes sont sur les notes en vocal. Je ne tapote pas, je ne m'épuise pas. Donc je tapote et puis je fais un copier-coller puisque je n'ai pas écrit tout mon livre, les 144 pages en une trêve. C'était suite à un poème, une difficulté. Je le mettais en fin de journée en vocal sur mon iPhone et puis je le copier-collais, oui, sur le PC. Et je le mets sur le WordPad. Et puis alors, mon clavier et mon PC sont... j'ai un casque et c'est vocal, synthèse vocale, donc
En fait, je n'ai qu'à parler, tout simplement. Je ne perds pas de temps à tapoter, c'est juste pas possible. Et après, la synthèse vocale me relie ce que j'ai écrit. Et alors, je corrige les fautes d'orthographe s'il y en a. Et comme Siri comprend ce qu'il veut bien aussi, je dois corriger aussi pas mal de choses. Et puis, avec l'édition, ils m'ont aidé à corriger toutes les syntaxes et les fautes d'orthographe aussi. Il y a eu tout un travail qui s'est fait là derrière. C'est un roman autobiographique. Est-ce que vous racontez tout ou bien est-ce qu'il y a des passages de votre vie que vous avez gardés pour vous et que vous ne dévoilerez peut-être jamais? Oui, bien sûr, il y en a énormément. Je n'ai pas raconté toute ma vie. Peut-être que je ne raconterai jamais. Certains, c'est possible, mais d'autres que je raconterai peut-être un jour, oui. Alors, l'écriture, c'est une des facettes de votre vie. Vous êtes aussi militante féministe. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi vous êtes entrée dans ce genre de militantisme. Pour la simple et bonne raison que je suis une femme et que je pense qu'encore en 2022, il faut encore beaucoup se battre pour son genre. On a acquis pas mal de droits, d'égalité, c'est très bien comme ça et j'aimerais me battre pour que ça ne régresse pas, mais plutôt que ça puisse continuer à avoir les hommes et les femmes les mêmes droits. Tout simplement, voilà. Je surtout me battre pour l'handicap chez la femme, puisque j'ai eu un énorme et un gros problème par rapport à ça, à l'image que je donnais dans la rue. J'en parle dans mon livre d'ailleurs, quand j'ai dû accepter que je n'acceptais pas du tout la canne blanche, car l'image que je donnais dans la rue, c'était pour moi celle d'une handicapée et pas d'une femme. Et ça, c'est un combat assez difficile. Et puis l'histoire est quand même longue, puisque quand on a un père qui nous dit toute une vie qu'on est laide et handicapé et qu'on ne vaut rien, on perd toute estime et confiance en soi, et je pense que ça vient de là. Non, un enfant n'est pas laid, un enfant est beau. La femme est belle, quelle qu'elle soit. Et je me bats pour toutes ces valeurs, pour laisser notre place à notre juste valeur dans la société. Parce que sur cette planète, il y a de la place aussi bien pour les éléphants que pour les fourmis. Ce combat féministe, vous le menez au sein de structures comme la VIC, par exemple, aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de très organisé, dans le fond, votre militantisme. Oui, bien sûr. Je suis dans la commission suprarégionale de la VIC. Et on parle de tous les sujets qui m'intéressent pour l'handicap, mettre en place du mieux qu'on peut, que ce soit dans les transports en commun ou ailleurs, dans les lieux du travail, du logement, pour toutes ces structures soient adaptées aux aveugles et aux malvoyants et aux personnes porteurs d'un handicap moteur ou quelle qu'elle soit. Vos principales revendications, c'est lesquelles? Les transports en commun, par exemple? Surtout les transports en commun, oui, et... ça je vais en surprendre plus d'un ou pas, les trottinettes électriques, je pense qu'il y a une loi qui va passer là-dessus bientôt, parce que le trottoir doit rester pour le piéton, et ça c'est très difficile, très. La canne, il n'y a rien à faire, on se prend toujours ces trottinettes. Donc dans la rue, dans les transports en commun, oui. Là je n'ai rien qui me vient en ce moment, mais les principales difficultés c'est les transports en commun et dans la rue, oui. Puisque moi je me promène à pied, et en transport en commun essentiellement, en ce qui me concerne. Vous êtes soutenu par une ASBL qui s'appelle La Lumière. Quel soutien il vous apporte pratiquement? La ASBL, La Lumière, fait partie de ces associations qui offrent aux personnes handicapées de la vue un environnement approprié. Disons, qu'elle offre un autre regard envers la personne atteinte de cécité ou de malvoyance. Et depuis 1919, elle poursuit cette mission dans l'unique intérêt de ses bénéficiaires, et tout cela dans la plus parfaite éthique sociale. Évidemment, il faut avoir lu le livre pour comprendre un petit peu d'où je viens, dans le déni total depuis 18 ans. Et j'ai refait surface grâce à La Lumière, même si j'étais déjà inscrite depuis pas mal de temps. Comme j'étais dans le déni, ce n'était pas moi l'handicapé, c'était les autres. Donc il était hors de question que je franchisse les portes de La Lumière. Je n'avais pas ma place dans ce type de structure. J'étais dans le faux, puisqu'à un moment donné, j'avais 38 ans. Une personne m'a atteint dans mon orgueil, en me disant que j'avais rien à foutre entre mes quatre murs. Même si ses intentions étaient juste de me blesser, elle n'avait pas complètement tort. J'avais rien foutu de ma vie depuis 18 ans. Alors j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la ASBL La Lumière, dont j'étais affiliée. Je pleurais, j'étais en larmes. Et je leur ai dit que je lui demandais tout simplement s'il y avait quelque chose qui pouvait m'aider, un cours n'importe quoi. Et la première chose qu'on m'a dit, c'était les cours d'anglais. J'ai dit oui, je prends. Et tout a démarré. Un chauffeur est venu me chercher à la maison avec un transport. Je pleurais dans la camionnette.
parce que je croyais bien que j'avais trompé mon mari en parlant au chauffeur. Et je suis arrivée à la lumière, mais j'avais un comportement complètement sauvage. J'avais aucun repère, aucun savoir-vivre, et l'être humain me faisait peur, en fait. Il fallait surtout pas m'approcher, surtout pas m'aborder, et c'est là que je dis merci à la SBL La Lumière, parce qu'elle m'a accepté, moi, le petit soldat, l'enfant sauvage, m'a accepté tel que je suis, sans se poser de questions. Ils ont cru en moi, en fait. Et on a fait un excellent travail avec ma psychologue sur l'estime et la confiance en soi. Et le CRF, le Centre de réadaptation fonctionnelle, m'a pris en main pour ce qui est de l'orthopsie, yoga des yeux, la locomotion, parce que j'ai dû apprendre à me battre pour mon autonomie, et la canne blanche en fait partie pour mes déplacements seuls. C'était très long, mais très beau, en fait, malgré les moments difficiles. Un grand merci à la SBL La Lumière, parce que oui, je peux le dire, à 38 ans, j'en ai 49 aujourd'hui. Ils ont été là, partout, tout le temps, au moment où j'en ai eu le plus besoin. Voilà, très belle histoire, un très beau chapitre de ma vie. Un autre chapitre, c'est de la peinture. Vous avez réalisé une peinture grandiose, c'est le Printemps de Botticelli. Là encore, il faut que vous nous expliquiez comment vous avez fait. Waouh. Avant de faire partie des musées royaux des Beaux-Arts, parce que c'est ma 3e année ici, je fais un atelier avec Sophie ici à la SBL La Lumière. J'ai commencé, il doit y avoir 4 ans de cela. J'avais peur de commencer le dessin, parce que moi, hors de question, je n'étais pas faite pour ça, enfin que je pensais. Parce que moi, on me demande de dessiner une maison, je fais 2 carrés, un triangle et un rectangle et un carré. Ça, c'est ma maison. Et triangle pour le toit. Mais c'était pas ça l'important. Sophie, la monitrice qui s'occupe de l'atelier éveil artistique, m'a bien fait comprendre que c'était pas ça le plus important, c'était de pouvoir émettre nos émotions. Et je dis, mais pourquoi pas? Je pense que j'ai tout pris comme une thérapie, en fait, quelle que soit comme activité. Et j'ai bien fait, parce qu'elles ont porté les fruits. Et j'ai commencé comme ça le dessin, et puis la peinture. Et au fil du temps, j'aimais bien ce que je faisais. Puis je me suis inscrite à la 1re année, 2e à l'Académie royale des Beaux-Arts de la ville de Liège. Et puis il y a eu ce foutu Covid, voilà, qui nous a un peu foutu tous dedans. On a continué à travailler avec l'éveil artistique par email. Et Sophie nous a donné un travail que je ne savais même pas que ça existait, cette histoire de prendre une feuille, faire un quadrillage et faire le même quadrillage sur la photocopie. On va prendre, la Primavera de Botticelli. On fait un quadrillage, je le fais tout autant sur ma page. Il faut savoir, j'ouvre une parenthèse et je pense que j'aurais peut-être dû commencer par là. Je ne suis pas aveugle complète, je suis malvoyante. Donc j'ai perdu l'œil droit, puisque la rétinite pigmentaire dont je suis atteinte est une maladie génétique qui mène à une cécité complète. D'ailleurs, j'ai perdu l'œil droit. Il me reste j'ai perdu le champ visuel, la vision latérale. J'ai une vue tubulaire, donc je vois uniquement ce qui est devant moi. Mais il me reste pas mal de cônes. Pour rappel, bâtonnets, vision de nuit. Les cônes, vision de jour. Mes bâtonnets meurent, mais ne se renouvellent pas. C'est pour cela qu'à la moindre baisse de luminosité, je suis aveugle complète, plongée dans le noir. Et tant qu'il y a de la lumière, mes cônes, vision de jour, m'aident encore, même si mes pixels m'abandonnent aussi, ce qui permet de voir les couleurs et ma vision, qui soit en collaboration, pixels et cônes. Excusez-moi un petit peu pour cette explication, peut-être un peu compliquée, mais je devais passer par là. Donc c'est ça qui me sauve un peu, donc je vois encore un peu devant moi. Donc je ne vois pas vraiment ce que je fais. Pour en reprendre le visage de l'allégorisme de la peinture de Botticelli, on va prendre Hermès, si je dois dessiner son visage est dans un carré, ou son visage coupé en deux par une ligne d'un carré. Moi, en fait, je ne vois pas ce que je fais. Je représente les courbes. Je ne sais pas que c'est un œil ou un visage. Donc je représente sur copie, exactement ce que je vois, je le reproduis. Et c'est à la fin que je me rends compte que ça a fait Hermès en toute son entièreté. On a fait ça sur du format A4, et puis alors j'ai décidé, en collaboration avec Sophie, comme le confinement se prolongeait, et comme le A4 était beaucoup trop petit, j'ai proposé de faire ça sur 4 toiles, 60 x 80 cm. Dans son entièreté, ça aurait donné 1,60 m sur 1,20 m. Et là, c'était beaucoup plus respirable, le confort visuel était plus confortable.
Alors j'ai fait ça pendant tout le mois de juillet-août. J'ai fait ça pendant 1 an puisque je suis passée d'abord par le dessin sur feuille. Ensuite, j'ai reproduit sur une toile les toiles une par une. Il y en a 4. Au crayon, c'est quadrillage. Donc je me suis procuré une latte d'1,20 m de long. J'ai refait le même schéma en grand. Oui, je vais dire ça comme ça. Et pendant 1 an, j'ai fait le dessin. Et puis après, j'ai démarré à la peinture à l'huile, puisque la peinture à l'huile, en tant qu'artiste peintre, c'est ce que je préfère. Je suis beaucoup plus à l'aise avec la peinture à l'huile que l'acrylique ou autre support ou technique de travail. Et ainsi, pendant 1 an, j'ai œuvré carré par carré, que j'ai après dû effacer, pour après recouvrir à la peinture. Donc il faut savoir que quand on fait un dessin, c'est très joli, c'est beau, mais dès qu'on décide de peindre, ça n'a plus rien à voir. Ça enlève tous nos repères, et c'est là qu'il faut faire appel à notre talent d'artiste peintre, que je pense que je suis finalement, puisque ça a donné cette merveilleuse œuvre. Donc je dis respect à cette Primavera de Botticelli. Cette œuvre, on peut la voir quelque part? Elle est dans un musée ou elle est chez vous? Elle était chez moi, mais elle est ici maintenant, à la SBL La Lumière, rue Sainte-Véronique, numéro 17, 4000 Liège. Pour le moment, elle est là, accrochée sur une paroi en vernissage. Il y a une autre de vos passions, c'est la musique. Est-ce que cette musique joue un rôle important dans votre vie? Oui, bien sûr. J'ai toujours aimé la musique, mais mon père nous a toujours interdit de faire quoi que ce soit, de toute façon. Si ce n'est que de respirer, ça on pouvait encore. Mais j'ai toujours voulu faire du solfège, la musique, j'étais très attirée par la musique. Et c'est à l'âge de 40 ans que j'ai commencé à prendre des cours privés de piano. J'ai pas dû faire du solfège, puisque j'ai l'oreille musicale, visiblement. Le solfège acquis, il n'y a pas de problème, je sais lire une partition. On a commencé aussi avec ma prof de piano qui a cru en moi, donc on a imprimé nos partitions en format A3. Et j'ai dû écrire le do, le ré, le mi, enfin voilà, même si je sais lire une partition. Et on a commencé portée par portée, mesure par mesure, à étudier mes morceaux. Même si avant le piano, c'est vrai, j'ai commencé à la SBL La Lumière des cours de djembé pendant 10 ans. C'est super génial, ça aussi, le djembé. J'ai un excellent souvenir parce que maintenant j'ai arrêté après 10 ans. Et aussi la chorale, des cours de chant. Un ergothérapeute est venu nous donner des cours à la SBL La Lumière. Je m'y suis inscrite. Et là, j'ai chanté, il ne faut pas l'oublier, nous avons, c'est un groupe vocal avec 200 choristes, parfois 300, même 500, avec Gilbert Montagnier, Yves Duteuil, Enrico Macias, et j'en passe. C'était impressionnant, c'est magnifique. Et pas dans n'importe quel endroit, je vais dire, au Forum de Liège. Voilà, donc le chant, le djembé, et puis après le cours de piano, où là je suis devenue compositrice, puisque là je me suis lancée toute seule dans la composition. On peut retrouver mes morceaux, dont le retour d'un départ qui est ma plus belle de mes compositions, et j'en parle dans le livre d'ailleurs. Et puis je me suis mise au violon, à l'harmonica, à la flûte traversière, à la flûte à bec. En fait, je pense qu'on peut mettre n'importe quel instrument à partir du moment où on sait lire une partition, on sait faire sonner. On parlait de chanter, vous avez rencontré Gilbert Montagnier. Oui. Quelle impression il vous a fait? Oh, une excellente impression. Vraiment, j'étais agréablement surprise, très ouvert, très à l'écoute et très dans l'empathie. Et puis, il ne faut pas oublier voilà, qu'il est non-voyant. Et ce qui était quand même impressionnant, c'est qu'on pouvait poser toutes les questions sans tabou. Oh, c'était vraiment la porte ouverte à toutes les questions. Une excellente impression, Gilbert Montagnier. Très beau souvenir. Je le rencontrerai encore bien volontiers. Vous êtes malvoyante et vous vivez dans un monde de voyants. Quels conseils vous pourriez donner aux gens pour qu'ils puissent mieux vivre avec les malvoyants, qui sont parfois un petit peu incompris ou qui font parfois un petit peu peur même, ce qui est dommage d'ailleurs? Voilà, vous avez mis le doigt dessus, ce qui est dommage, qui fait peur. Il y a des gens qui s'écartent, qui ne veulent rien avoir avec le monde de l'handicap, puisque je suis obligée de le dire. Je trouve que pas tout le monde, mais en général, et c'est dommage, on fait un peu l'amalgame. Mais ça, je pense que c'est un peu tout le monde. Hein. Je dois faire ça aussi sur d'autres sujets. On associe souvent la malvoyance à l'handicap mental. On dit, voilà, elle est aveugle, elle a des lunettes noires, oulala.
je n'approche pas, je n'aborde pas. C'est peut-être un handicapé mental aussi. Et c'est là que la lumière aussi, nous battons. Et ça aussi, par rapport à la vie, par rapport aux droits de la femme, que pas du tout. Il suffit tout simplement de nous demander, de nous dire bonjour et de nous dire, madame, est-ce que je peux vous aider ? Par contre, il y a des gens qui s'y prennent un peu mal et qui nous prennent déjà par le bras. Là, ça nous déstabilise complètement. On ne sait pas ce qui nous arrive. On dit, attendez, je vais vous aider à traverser, alors que ce n'est pas ce qu'on voulait faire au départ. Donc, ce qui est bien, c'est que là, voilà, tout simplement, parler, dire bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Et à partir du moment où je dis non, ça ira, merci, alors il y a des gens qui disent ok, très bien. Par contre, il y en a d'autres qui sont insistants, qui disent mais oui, je vais vous aider. Et moi, je dois dire mais non. Je n'ai pas besoin d'aide. Mais si, laissez-moi vous aider. Mais non, excusez, des fois, il faut un peu lever, c'est dommage. Il faut un peu lever, mais voilà, je pense que c'est des moments un petit peu, les gens ne sont pas très délicats, mais il faut simplement leur dire, écoutez, j'ai appris, si j'avais besoin d'aide, je vous le demanderai, merci. Voilà, mais en général, ça se passe bien. Je pense qu'il faut dire les choses, il faut dialoguer. Ou alors, comme je le disais aussi dans le livre, au début, je ne disais rien au resto, on s'adresse à mon compagnon en lui disant, et à la dame, qu'est-ce que je lui sers ? Au début, je baissais les yeux, voilà, je ne disais rien. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je peux, j'ai la force, j'ai les âmes pour dire, vous savez, j'ai juste mes yeux qui dysfonctionnent, tout va bien. Et vous pouvez me demander ce que je désire, je peux très bien vous répondre. Alors les gens, directement, le serveur, excusez-moi, madame, je dis, il n'y a pas de mal. Alors je dis, écoutez, dites-moi ce que vous proposez, je vais vous dire ce que je vais prendre. C'est toute une question de dialogue, tout simplement. Ce n'est que ça, c'est tout bête. J'ai encore une ouïe qui fonctionne très bien. J'ai encore la possibilité de parler. Peut-être qu'un jour, mes yeux m'abandonneront. Mais allez, allons-y. Je vais me servir de mon langage et de mes oreilles, quoi. Tant qu'on peut. Faut pas tout nous enlever comme ça, quoi. En préparant cette interview, j'ai vu que sur tintin.com, vous avez suggéré comme nom d'album Tintin chez les aveugles. Est-ce que vous pensez que plus de visibilité des malvoyants dans les médias, ça pourrait améliorer les relations entre voyants et malvoyants ? Oui, j'ai beaucoup souri parce que je ne pensais pas qu'on allait avoir accès à ça. C'était d'ordre tout à fait personnel. Un jour, sur Tintin, Hergé, la maison, j'avais posé une question à la maison Hergé, comment est-ce qu'on dit, Moulin-Sart, voilà. Ils avaient proposé aussi, s'il y avait une idée qui nous venait, pourquoi pas Tintin dans le monde des aveugles, ou peut-être tourner différemment. Et je pense que je dois avoir ça sur mon PC, je ne sais plus très bien, ça fait un petit temps. Pourquoi pas, oui, faire des bandes dessinées avec un petit peu se baser à la Petite Sauvage, qui est pas mal fait, je trouve, pour un chemin d'une personne malvoyante. Et j'avais proposé, une BD sur le monde de l'handicap, peut-être pas nécessairement du monde de la malvoyance ou de aveugle, malvoyant, mais l'handicap en général, de la différence. C'était assez intéressant, j'aimerais bien ça. La BD, je trouve qu'elle n'est pas très accessible, ou alors je ne suis pas au courant. Vous arrivez à... Vous aimez des bandes dessinées ? Tintin, par exemple, c'est quoi votre album de Tintin préféré ? Au Congo. Tintin au Congo. Oui, j'aime bien ça. Et puis sur la Lune aussi. Voilà. Mais je les aime tous. Mais j'arrive encore à lire en mettant mon TV Loop en contraste noir et blanc. Je n'ai pas besoin nécessairement de voir les dessins. Et là, en agrandissant les bulles, je peux encore lire... palette par palette, je peux encore lire une BD. Votre éditeur, c'est l'édition Jet d'encre. Comment vous les avez découverts et puis comment se sont passées les relations avec eux ? Je démarrais dans le monde en tant que, je ne vais pas dire auteur, puisque c'est plus une thérapie, c'est une prestation de service ici. Donc, pour faire éditer mon manuscrit, j'avais besoin que quelqu'un m'aide. Puisqu'il faut être au courant de pas mal de choses. J'ai tapoté sur Google. Je me suis un peu renseignée de bouche à oreille. Je n'ai pas vraiment trouvé l'aide qu'il fallait. Alors je me suis lancée. Quand j'ai vu sur Jet d'encre en France, parce qu'on tombe sur pas mal de maisons d'édition, puis j'ai vu qu'ils travaillaient avec Hachette, ça m'a rassurée. Je les ai contactés par email, ils m'ont dit j'avais des peurs sur la fiabilité, qu'allait devenir mon manuscrit s'ils ne le publieraient pas. J'ai longtemps hésité. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance aussi, et c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai envoyé mon manuscrit, même s'il m'était conseillé de l'envoyer à plusieurs maisons, moi je ne l'ai fait que chez Jet d'encre, à Paris, et nulle part ailleurs. Et on m'a dit qu'il me répondrait dans les 3 à 6 mois. Mais même pas une semaine après,
Je n'ai rien compris. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils ont lu mon manuscrit et qu'ils m'ont pas supplié, mais tout presque, d'éditer mon histoire. Je dis, oui, écoutez, alors, et de fil en... Ça a été très vite, très très vite. Ils m'ont expliqué le mode de fonctionnement et tout s'est fait, mais d'une manière très, très, très professionnelle. Sur toute la ligne, du début à la fin, et comme je suis assez réactive, je suis assez connectée, je suis très réactive dans mes réponses, on a fait un merveilleux travail. Il a été très vite, d'ailleurs il devait être publié en avril-mai, il devait sortir en avril-mai et il est sorti en 1er mars. Donc ça a été très très vite, c'est une très belle expérience. Et si je dois, je pense, publier un 2e exemplaire, j'en sais rien, 2e ouvrage, sans hésiter, c'est chez eux que je vais, parce qu'il s'est installé une confiance et ils m'ont prouvé à plusieurs reprises que je pouvais leur faire confiance. Voilà. Vous avez déjà des retours de lecteurs ou de lectrices ? De lecteurs, uniquement 4 personnes, des proches. Mais de personnes que je ne connais pas encore, parce que beaucoup l'ont commandé, ne l'ont pas encore reçu. Et il y a les gens aussi qui ne viendront pas nécessairement, qui ont trouvé ça très beau, mais je ne vais pas aller vers eux. Ça doit certainement percuter des choses en eux, et moi c'est ce que je souhaite. Que ça fasse, ce soit porteur d'un message d'amour, de paix, d'estime, de confiance, et d'aider une personne à genoux à se relever, comme je ne cesserai de le dire, et de peut-être voir dans ce monde qui ne nous fait pas nécessairement de cadeaux, après le Covid, c'est la guerre en Russie, et je pense qu'on a un peu oublié de rêver, de se transporter, de se téléporter vers un autre monde, et je pense que c'est ce que j'ai fait. Ça doit être de cette manière que j'ai dû trouver le moyen de me protéger. Oui, ça doit être ça. Et je n'ai pas encore eu de retour, pour répondre à votre question initiale, je n'ai pas encore eu de retour. Oh ben ça viendra. Alors, une dernière question. La suite de l'histoire, c'est quoi ? Un 2e livre, plus de musique, de la peinture, plus de militantisme ? Peut-être, je ne sais pas. Je pense que j'ai cessé de vouloir tout programmer, tout gérer à tout prix, puisque je ne fais que ça, vouloir tout contrôler tout le temps. Il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Et je me dis que si un 2e ouvrage doit se faire, il se fera. Comme le premier qui n'était pas destiné, et c'est pour moi une excellente réussite. Merci Pégasida de la Ménardière d'avoir parlé de vous et aussi de votre premier roman, La Petite Sauvage, paru aux éditions Jet d'encre. Avant que vous nous quittiez, vous les auditeurs, eh bien sachez que si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux et puis abonnez-vous, comme ça vous serez informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Et si vous avez envie de nous laisser un commentaire, surtout n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres, et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.